Je me présente, je suis Dr Magali Allard, je suis médecin psychiatre ici au 6 depuis maintenant 15 ans. Je suis psychiatre généraliste, donc ma pratique se situe principalement en clinique externe où je vois toute forme de clientèle. Je suis également directrice médicale du programme de premier épisode de psychose, où vous comprendrez, la toxicomanie fait aussi partie de ma vie. Je vous dirais même qu'en psychiatrie, si on n'a pas d'intérêt en toxicomanie, je pense qu'il y en a sûrement plusieurs qui sont malheureux parce qu'on doit vraiment travailler avec ça tous les jours. Donc, le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de revoir un peu la littérature qui existe sur les troubles anxieux et la toxicomanie, en fait, qui est un sujet dont on parle un peu moins. Hein. Souvent, on entend parler de la dépression, beaucoup des troubles psychotiques. On l'a vu avec les schizophrénies émergentes et tout, mais les troubles anxieux, on en parle un peu moins. Évidemment, je ne suis pas chercheuse, je suis clinicienne, donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de pimenter peut-être d'exemples cliniques, là, des cas qu'on peut voir en pratique, qu'on peut arrimer à la théorie. Puis vous donner un peu le traitement en bref qu'on fait. Donc, les troubles anxieux, quand on regarde au niveau du National Comorbidity Survey, 36% des patients avec un trouble anxieux auraient un trouble lié à une substance. Donc, et inversement, les clientèles que vous voyez dans les CRD, vous trouveriez chez 50% des gens qui ont un trouble lié à une substance, il y aurait un trouble anxieux. Donc, vous voyez que c'est extrêmement comorbide et on doit, là, pour cette raison-là, s'y intéresser. C'est autant quasi que les troubles psychotiques, les troubles affectifs aussi, 32% en général, dont une grande propension de ça, où on retrouve beaucoup plus chez les troubles bipolaires, chez les TDAH aussi également. Puis vous voyez la grande différence avec la population générale, hein, où on voit une prévalence là, de l'utilisation de drogue de 2% et d'alcool de 3 à 8%. Donc là, on vient de passer au niveau supérieur là, quand on parle de comorbidité. En fait, c'est quoi l'association? Pourquoi on en voit autant ensemble? On pense que c'est un des facteurs les plus prédisposants serait l'exposition à un environnement dysfonctionnel quand même au courant de notre vie, dont en jeune âge. L'effet causal de la substance aussi qui va pouvoir causer, bien évidemment, des troubles de l'anxiété sous toutes ses formes. Et l'hypothèse de l'automédication que tout le monde connaît ici et qui est encore vraie aujourd'hui. Et quand je questionne mes patients, c'est ça qu'ils me disent. Pourquoi je le prends? C'est pour m'apaiser, c'est pour me traiter en quelque sorte. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Annick Jean là, qui dit tu es la pitié. Quand elle prend la substance, là, je suis junkie de toi, tu es la torture et le docteur à la fois. C'est un petit peu ça réellement. Donc, le modèle qui a été proposé là, pour un peu expliquer le phénomène d'automédication, c'est que les gens qui utiliseraient des drogues, en fait, quand on a une sensibilité à l'anxiété, on utilise des drogues pour effectivement échapper à l'anxiété. Là, une fois là, on peut être un peu soulagé, mais quand j'arrive en sevrage de ma substance ou que je n'ai pas l'argent pour aller m'en chercher et tout, bien là, je me mets en situation de manque, de craving. Ça fait monter mon niveau d'anxiété. Et là, ensuite, là, je suis prise dans la boucle infernale qui n'arrête pas de tourner finalement. Quelles substances sont consommées, vous pensez, le plus? Vous voyez ce monsieur-là, là, qui est le pusher, là, qui ouvre son manteau de toutes sortes de trucs. Ah, il est bien. Pardon? L'alcool et cannabis? C'est très bien. Donc, Marie-France gagne un point ici. L'alcool ici en bas et le cannabis sont les deux substances les plus utilisées dans les troubles anxieux. Je vais y revenir là, par rapport à ces propriétés-là, qui sont des substances qui vont calmer plus, même si le cannabis est le plus grand perturbateur. Hein. Juste un petit mot là-dessus. Évidemment, je fais de la clientèle de premier épisode de psychose, donc je vois des jeunes, je les prends à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans. Et j'ai une présentation qui s'intitule, là, vraiment, comme quoi le cannabis, c'est la drogue la plus dure pour le cerveau de ces jeunes-là. Donc, mais également, il y a quelque chose d'assez paradoxal qui est que les gens qui ont des troubles anxieux vont quand même aussi utiliser de la cocaïne, des amphétamines. Sur le coup, évidemment, ça peut augmenter l'anxiété,
Mais ces substances-là vont beaucoup augmenter la dopamine cérébrale et par un mécanisme connexe, la noradrénaline cérébrale. Finalement, c'est un peu le même mécanisme que quand j'utilise des antidépresseurs. Hein. C'est ça aussi que je vais essayer d'aller monter dans le cerveau. Donc, par la bande, ça peut les apaiser après un certain moment, mais là, ils sont pris après dans la même spirale infernale et donc ça ne les aide pas au final. L'héroïne, beaucoup moins, les hallucinogènes aussi. Donc, le trouble d'anxiété généralisée dans la littérature là, et le trouble panique, avec ou sans agoraphobie, ça aurait la plus grande association avec les troubles de substance. Mais beaucoup plus récemment, on a adjoint à ça le TSPD, donc le trouble de stress post-traumatique, qui est extrêmement présent aussi. Je vais détailler chacun des troubles anxieux parce que, vous savez, ben moi, c'est ma job, hein, je fais des diagnostics, mais des fois, les gens vont dire « Ah, j'étais pris de panique », mais c'est quoi vraiment avoir un vrai trouble panique? Un trouble panique, ce sont, à prime abord, ce qu'il faut que vous reteniez, ce sont des sensations physiques qui se passent dans le corps. Donc, le trouble panique, c'est la peur de faire une attaque de panique. Attaque de panique étant, j'ai le cœur qui serre, je veux dire, j'ai les mains moites, j'ai peur de perdre l'esprit, je me sens dissociée, j'ai des sudations, j'ai peur de faire une crise cardiaque. C'est une des premières causes de consultation à l'urgence. Hein. Les gens se disent hey, « j'ai vraiment fait une crise de cœur », mais finalement, on fait tout le work-up cardiaque et on se rend compte que finalement, c'est une attaque de panique. Évidemment, bien important, les patients là, qui ont ces symptômes-là, les diriger quand même quand c'est une première fois à l'hôpital, parce qu'on ne veut pas passer à côté d'un infarctus non plus en disant « ouais, vous paniquez, là, on s'entend ». Donc, la madame ici qui est en train de faire sa crise de panique dans l'allée des chips, là, ou je ne sais pas, elle, après, elle va avoir un comportement d'évitement. C'est-à-dire qu'elle va avoir peur d'y retourner à l'épicerie parce que c'est là qu'elle a fait sa première crise de panique. Et là, si elle évite ça, là, après, elle va éviter d'aller à la pharmacie, elle va éviter de prendre sa voiture et la personne va se retrouver isolée. Donc, ça, c'est la définition vraiment du trouble panique. Donc, il y aurait une prévalence de 25 à 36 à vie d'un trouble lié à une substance avec un trouble panique. Et la prévalence inversée, c'est qu'il y a 5 à 42 des gens avec un trouble panique qu'on retrouve là, dans des centres de désintox. Les difficultés diagnostiques par moment, hein, moi je dois me demander justement est-ce que le trouble panique était là avant l'utilisation de substances ou la personne a fait des attaques de panique durant un sevrage, que ce soit de sédatifs, d'opiacés et d'alcool. Ça arrive très, très, très souvent. Quand vous cotez, par exemple, le SIWA, hein, il y a un item qui est vraiment réservé à l'anxiété. Puis moi, quand je fais des sevrages à l'hôpital, on voit que l'anxiété monte. Ça peut même aller jusqu'à des attaques de panique. Mais l'attaque de panique ne veut pas nécessairement dire le trouble panique non plus. La cocaïne, la marijuana et d'autres substances peuvent effectivement aussi donner des attaques de panique durant l'intoxication. Et par moment, ces attaques de panique-là vont être chez un très faible, malheureusement, pourcentage de gens, dissuadants pour la prochaine consommation. Mais chez certains de mes jeunes, ils ont fait une grosse attaque de panique, ou même après, ça s'en est suivi de la psychose. Ça va être des fois, oh, j'ai pas le goût de retoucher à la substance pour cette raison-là. Donc, encore une fois, il y a plusieurs études qui recensent l'automédication comme étant la raison pour laquelle on en prend. Et on a remarqué que les attaques de panique étaient très, très associées au développement d'une dépendance à l'alcool. Et que plus les attaques de panique survenaient tôt, donc, admettons, j'ai 20 ans, à 28 ans, on cotait vraiment pour une dépendance à l'alcool. C'est une étude qui a été faite sur plusieurs personnes. Elle date, mais c'est le plus grand nombre. Et la dépendance s'installe 8 ans plus tard, et là, on est à presque 6 à 13 consommations par jour à ce moment-là. Pourquoi on fait ça? Comme je vous disais au départ, on se rappelle que la panique, c'est des sensations physiques. C'est le fait que j'ai peur que mon cœur soit presse, j'ai peur d'avoir des difficultés respiratoires. Donc, en prenant l'alcool, je vais apaiser mes sensations physiques. Et aussi, à un moment donné, on le prend pour éviter l'effet de sevrage. Je ne sais pas si la diapo sort très bien, là, c'est pour vous démontrer la plus grande partie finalement du diagramme, c'est que les attaques de panique vraiment précédaient la survenue de l'utilisation d'alcool. Ici, en plupart, la 13 le problème d'alcool précédait les attaques de panique. Et vous voyez les deux qui arrivent en même temps, c'est un très, très faible pourcentage.
On a aussi démontré dans la littérature qu'il y aurait possiblement une association familiale entre le trouble panique et la dépendance à l'alcool. C'est-à-dire que si on regarde quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool, on retrouve plus de gens dans sa famille qui ont des troubles anxieux, dont le trouble panique. Et inversement, j'ai un trouble panique, j'ai plus de gens dans ma famille qui sont alcooliques. Le cannabis maintenant. La dépendance au cannabis pourrait être associée à une augmentation des attaques de panique là, à un plus jeune âge, mais pas nécessairement par la suite à la survenue d'un trouble panique comme tel ou d'un autre trouble anxieux. Okay? Donc, la marijuana, c'est vraiment souvent sur le coup là, que ça va donner les symptômes de panique. Évidemment, je suis médecin. Moi, dans mon bureau, je dis souvent aux intervenants qui me connaissent qu'est-ce que j'ai de plus que vous autres. Je prescris des pilules, je remplis des formulaires. Donc, c'est les deux choses qui aident souvent là aussi dans le traitement. Donc, les ISRS, qui sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ont été étudiés là, dans le trouble panique et la dépendance. Donc, on les utilise avec la dépendance à l'alcool. Évidemment, il y a souvent une contre-indication chez cette clientèle-là aux benzodiazépines, ou du moins une très, très grande vigilance et prudence. Ça ne veut pas dire que, tu sais, c'est sûr quelqu'un qui prend 10-15 consommations, que moi, je vois arriver dans mon bureau comme médecin spécialiste, puis bon, tu sais, le médecin de famille ou autre personne à l'urgence l'a vu dans un état de crise, a prescrit des benzodiazépines. Souvent, nous, on va se dire, bon, on va essayer de les enlever, mais des fois, les gens qui prescrivent ça non plus n'ont pas nécessairement toute l'historique du patient. Favoriser une approche de thérapie cognitive comportementale, vraiment en premier lieu, c'est essentiel. Malheureusement, on n'a pas, à mon avis, là, toujours des gens qui sont formés spécifiquement pour ça. Mais encore là, ça je répète souvent, on n'a pas besoin des fois d'avoir une formation totalement spécifique. On peut utiliser beaucoup tous des éléments de la thérapie cognitive là, pour aider les patients. Et évidemment, les techniques de gestion de stress. Maintenant, le deuxième trouble anxieux, donc le trouble d'anxiété généralisée. Donc, vous voyez le petit monsieur couché pendant que sa femme, elle adore très bien. Mon Dieu, faites que le plafond ne me tombe pas sur la tête cette nuit. C'est un bon exemple. Le trouble d'anxiété généralisée, c'est extrême comme inquiétude. Okay? C'est pas « Ah, mon garçon a eu une mauvaise note dans son examen, puis je m'en fais un peu pour lui. » C'est pas ça. C'est une maman qu'à chaque fois que son enfant va sortir dehors, va avoir peur qu'il se fasse écraser par l'autobus. Ce sont des pensées intrusives sur des sujets du quotidien qui font que la personne n'arrête jamais de penser. Elle se couche, elle est anxieuse, elle a des tensions musculaires, elle a mal à la tête, elle est vraiment pas capable là, de décrocher. Donc, ce sont des inquiétudes perpétuelles. Encore sur le même National Epidemiologic Survey sur l'alcool, on retrouverait là, vraiment des abus de substances dans 11,9 %, de la dépendance aux substances 11,1 %, donc au total une vingtaine de pourcents. Donc, encore une fois, très morbide. Dans le DSM-5, qui est notre Bible un peu des diagnostics, en fait, en psychiatrie. Pour faire le diagnostic de TAG, moi, ça me prend 6 mois de symptômes en continu. Et là-dedans, on a toujours les critères d'exclusion ne doit pas être expliqué par une substance, ne doit pas être expliqué par une autre condition médicale. Donc, très souvent, ça va être plus difficile, là, quand les gens consomment de façon concomitante depuis un certain temps, de voir, bon, quel est l'œuf et la poule. Mais en général, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les troubles anxieux, ce sont des troubles qui commencent très, très jeunes. Okay? Un trouble d'anxiété généralisée, on retrouve chez les jeunes enfants des inquiétudes très souvent. Un petit garçon qui va être à l'école, qui va se demander « Ah, ma mère, elle a-tu eu une bonne journée? Qu'est-ce que je vais manger pour le souper? » Donc, tu sais, souvent quand je vais faire le questionnaire des patients, je vais demander ces choses-là, puis ça remonte souvent à très loin. Fait que des fois, on peut retrouver le diagnostic là, avant l'avènement de la consommation. Évidemment, ça peut se confondre avec l'intoxication stimulant, le sevrage d'alcool. Et l'autre chose, c'est que quand on arrête de consommer, bien là, il y a plein de problèmes qui ressurgissent. Tu sais, là, j'ai arrêté de consommer, mais je me rends compte que j'ai plus d'argent. J'ai peut-être perdu ma job parce que j'arrivais sous ou X, intoxiquée. Ma blonde m'a quittée, peu importe. Fait que là, c'est comme, là, j'en ai un paquet d'inquiétudes. Est-ce que c'est véritablement un tag ou juste le rebound de la réalité? C'est notre travail de regarder ça. Donc, l'hypothèse d'automédication, les gens répondent dans 35,6 % des cas que oui, ils le font pour se traiter.
Et quand j'ai un trouble d'anxiété généralisée, comme je le disais tantôt, les inquiétudes, elles sont constantes. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'éviter. Tu sais, je ne peux pas éviter ma tête. J'ai fait mon attaque de panique dans l'allée des chips, bien là, je vais éviter l'épicerie. Mais quand les préoccupations, c'est j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, les gens vont consommer, puis la consommation, bien, est facile. Je suis chez nous, je pense à des choses qui se passent, qui vont peut-être se passer mal, bien, je vais consommer. Donc, et également, le TAG, c'est le trouble anxieux le plus répandu chez les patients qui sont dépendants aux benzodiazépines. Avant, on prescrivait beaucoup ça là, pour essayer de calmer les gens. Là, maintenant, on est beaucoup dans la déprescription parce que le fait de prendre une substance ou prendre une benzodiazépine, ça fait en sorte que je ne suis pas capable de m'exposer dans ma tête à la situation anxiogène et à la faire baisser. Vous savez, le principe des troubles anxieux, c'est de s'exposer. Il n'y en a pas d'autres. Mais s'exposer, c'est tough. S'exposer, ça va me faire vivre de l'anxiété à côté. Et ça, bien, les gens sont allés souffrir et ils ne veulent pas ça. Mais c'est quand même ça qu'il faut leur dire. Encore une fois, on traite avec des ISRS. Les benzos sont plus contre-indiqués, puis c'est toujours la même chose. Donc, d'avoir de la TCC, des techniques de relaxation. Donc, juste, on la voit mal, la petite image, mais vraiment juste pour vous rappeler que le TAG, vous voyez, prend un bain de pied, le monsieur, là, mais il s'est mis une bouée de sauvetage. Fait que c'est juste que l'inquiétude, vous voyez qu'elle est vraiment exagérée. Bon, l'anxiété sociale. Bon, moi, j'espère que je n'ai pas l'air du petit monsieur en arrière de son lutrin, mais en fait, l'anxiété sociale, c'est vraiment la peur d'être jugé par les autres dans une situation sociale qui est parfois nouvelle, parfois avec des gens que je ne connais pas, parfois avec des gens que je connais également. C'est la peur de démontrer devant d'autres personnes des symptômes d'anxiété qui ferait que je pourrais être ridiculisée. Ah, regardons, à shaker de la lèvre, tu sais, puis là, on pense que ben, les gens vont nous percevoir négativement comme ça. Donc, l'anxiété sociale, je suis sur une version de PowerPoint un peu plus, on dirait que ça, je voulais pas faire ça, mais bref, c'est un effet non désiré, mais la dépendance à l'alcool vraiment varierait selon les études de 8 à 56% chez les gens qui sont phobiques sociaux. Il y a plus d'études il y a peu d'études également avec la dépendance aux autres substances. Puis, la phobie sociale, bien, ça peut être diagnostiqué quand même sans une longue période d'abstinence parce que souvent, bien, ce n'est pas le propre d'une intox ou d'un sevrage à une substance de devenir phobique aux autres. Là. Donc ça, on est vraiment dans une autre catégorie. Encore une fois, c'est basé sur le modèle de réduction de tension. Puis, parce que bon, c'est ça, ça pourrait être une automédication, mais il y a certains autres groupes de chercheurs qui ont démontré qu'en fait, d'avoir une phobie sociale, on est timide en général. Hein? Ça va avec la personnalité également, qu'on appelle la personnalité évitante très souvent. Si je suis timide, je ne vais pas nécessairement être enclin à aller me saouler dans un party, puis embarquer sur la table, puis danser. Okay? Parce que je suis déjà phobique de ce que les autres peuvent penser de moi. Donc, ça serait peut-être une espèce de protection, en quelque sorte, d'être phobique sociaux que de se lancer dans des conduites addictives. Parce que les gens, c'est ça, pourraient être encore plus embarrassés. Par contre, il y a une autre étude, c'est une vieille étude, mais ça avait été fait sur 284 étudiants qui montrait que l'anxiété sociale était reliée à une diminution de la fréquence justement des binges chez les étudiants. Puis que l'évitement, donc je ne vais pas au party, l'emportait vraiment sur la consommation. Par contre, pour ceux qui évitaient moins, donc qui se rendaient au party un peu sur le gros nerf, puis que là, rendu là, ils ne se possédaient plus, bien là, ils consommaient. Et là, une fois que tu as goûté à ça, si tu as une prédisposition en plus dans ton cerveau où le circuit d'addiction va s'activer, bien là, ça pouvait être vraiment une clientèle qui devenait beaucoup plus à risque d'être dépendant. Maintenant, il y a 70% des gens qui avaient le diagnostic de phobie sociale au moins 1 an avant le diagnostic de toxicomanie. Donc encore là, ça c'est un trouble qui commence en jeune âge. Ma meilleure question, c'est quand vous étiez jeune au primaire ou au secondaire, comment vous réagissiez quand le professeur demandait de faire un exposé oral? Là, ça, c'est la question la plus payante. Parce que là, c'est comme « Ah, mon Dieu, je n'étais pas capable. »
je manquais l'école pour ne pas faire ma présentation orale. Donc ça, quand même, tu sais, on voit là que ça peut commencer jeune, puis souvent après, ça perdure. Il y avait seulement 21% qui avaient développé la phobie sociale secondairement au trouble, puis 9% la même année. Donc, vous voyez que le trouble anxieux va très, très, très souvent précéder. Et quelqu'un qui a une phobie sociale versus quelqu'un qui n'en a pas, quand on a le trouble anxieux, on utilise la substance plus longtemps, 15 ans versus 10 ans. On a plus de comorbidité à l'axe 1. Si vous êtes familier, là, avant, quand on faisait des diagnostics en psychiatrie, on utilisait les axes. Maintenant, ils sont disparus dans le nouveau DSM-5 et le texte révisé. Mais moi, j'aime encore beaucoup penser comme ça. Donc, l'axe 1, c'est j'ai un trouble anxieux, mais j'ai également une dépression, j'ai également un trouble d'utilisation, exemple. L'axe 2, c'est vraiment les troubles de la personnalité. Donc, les troubles de la personnalité, si on les a, en plus de la phobie sociale, on utilise, c'était plus souvent associé, je veux dire. Puis, c'est un risque aussi de polytoxicomanie. Ils ont démontré là, dans certaines études, mais ça c'était le plus grand échantillonnage, la supériorité du Paxil là, dans le trouble de phobie sociale et de dépendance à l'alcool. Ça aidait vraiment à la diminution des symptômes anxieux puis la diminution également de prise d'alcool. C'est sûr qu'il faut faire attention. Hein. Moi, évidemment, j'utilise beaucoup de médicaments. Les médicaments et l'alcool, je me fais toujours demander par les patients, tu sais, qu'est-ce que je fais? Moi, je sais qu'ils vont consommer. J'écoutais l'autre conférence dans l'autre salle là, sur le TCC. C'est ce qu'ils disaient, les gens vont prendre beaucoup de médicaments, puis vont finir par prendre l'alcool quand même. Donc là, il faut vraiment essayer d'expliquer aux gens comment ça fonctionne le métabolisme dans le foie, à quoi on s'expose. Maintenant, ça ne m'empêche pas de prescrire des molécules. Des fois, je vais les faire donner en plus petite quantité pour éviter, là, si en plus on a des enjeux suicidaires, évidemment. Mais on peut quand même essayer de traiter les deux conditions. Le gabapentin, que peut-être vous connaissez, le neurontin, on va aussi s'en servir des fois dans le double diagnostic, mais le propos de ma présentation aujourd'hui n'était pas nécessairement de vous parler des études de médicaments. Voilà. Et la thérapie en phobie sociale, elle est importante, la thérapie de type TCC, mais surtout, la phobie sociale, vous comprenez que c'est avoir de la difficulté à s'exprimer en groupe. Le meeting, si je suis phobique sociale, comment je vais faire pour aller faire ma présentation quand c'est à moi de partager? Fait que souvent, les patients, on les met à des rôles. On fait le café, parler à une personne, repérez-vous, pour pas vraiment, parce que ça peut être vraiment une épreuve. Puis si on ne sait pas nécessairement que la personne souffre de ça, bien, on peut dire, bien, t'es-tu allé à tes meetings, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Puis des fois, ils ne seront pas nécessairement à l'aise non plus de le dire, qu'ils ne sont pas bien en situation sociale. Donc, vous voyez, ça, c'est des gens dans un meeting, puis là, ils demandent qui est le premier qui voudrait prendre la parole, et personne n'a le goût vraiment de le faire. Je pense à quand même ici un gros chapitre qui est l'état de stress post-traumatique. En fait, l'état de stress post-traumatique, c'est le stress post-traumatique, en fait, pour le diagnostiquer, il faut avoir vécu soi-même ou vu ou s'être fait raconter une situation dans laquelle l'intégrité physique a été bafouée. Donc, moi, des fois, j'ai des patients qui me disent « Oui, j'ai fait un post-trauma, mon patron m'a parlé raide, puis depuis ce temps-là, j'y repense, puis tout ça. » Ça, c'est pas un syndrome de stress post-traumatique. Okay? Mais des fois, les gens ont vu cette situation-là comme pas le fun, puis ça, je veux dire, c'est correct, là. Mais un syndrome post-traumatique, c'est quelque chose, bon, j'ai vécu un feu, j'étais dans un incendie, on a essayé de me hold-upper, je me suis fait battre. Et un autre chapitre qui est très, très, très important que je vois beaucoup, c'est les gens qui ont été abusés sexuellement. Donc ça, on peut être dans le syndrome post-traumatique. Souvent, ce qu'on voit, nous, c'est à survenue différée. Donc, ça peut être des années, presque plus tard, où la personne va, parce que là, elle est en suivi, les abus vont remonter, elles vont en parler. Et là, vont commencer, étrangement, à avoir encore plus d'envahissement dans leur tête. Donc, vous voyez la dame qui est couchée, en fait, le syndrome post-traumatique, c'est que quand j'ai vécu cet événement-là, je le revis sans cesse. De quelle façon je peux le revivre? Par les cauchemars,
par des pensées intrusives qui vont venir dans ma tête que je vais avoir de la difficulté à chasser. Qu'est-ce que je vais faire? Comme à peu près dans tous les troubles anxieux. Je vais essayer de m'enfuir de ma tête. Donc, je vais éviter en essayant de me mettre d'autres images dans la tête, en m'engourdissant de toutes sortes de façons. L'utilisation des substances est un évitement. Okay? Je vais éviter physiquement aussi. J'ai eu un feu, ben, je ne vais pas retourner dans la rue où il y a eu le feu, etc. Et finalement, ce qui est bien important, c'est que ça donne beaucoup de symptômes cognitifs. Donc, les gens se sentent des fois dépersonnalisés, des fois dissociés et vont avoir par moments aussi des difficultés à se rappeler des aspects très importants du trauma. Et finalement, ça peut amener des symptômes là, de détachement affectif envers les autres, donc des symptômes qui ressemblent beaucoup en fait à de la dépression. Sentir que notre avenir est bouché, que nous autres, il n'y aura plus rien de bon qui va nous arriver. Donc, c'est ça le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc, quand on est exposé à une expérience, un trauma en fait, c'est une expérience ou une série d'événements négatifs qui perturbent fondamentalement la personne. La personne devient vraiment là, submergée. Puis, pourquoi on développe ça? C'est parce que nos capacités d'adaptation, on en a tous. Il y en a qui en ont des meilleures que d'autres dans notre société. Et quand ça, pour la personne, s'est dépassé, bien là, on n'est plus capable de gérer le stress comme on devrait être capable de le gérer. Et ça peut amener, il y a des études qui ont été faites en imagerie, là, vraiment des modifications durables dans notre cerveau, dans notre fonctionnement cérébral. Et chez ceux qui ont vécu des gros traumas, c'est pas tout le monde. Hein? Ceux qui vont développer le TSPT, c'est 10 %. Donc, mais quand même, quand on est dans le TSPT, on est vraiment dans des symptômes très sévères. Donc, la comorbidité, elle serait un petit peu plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Donc, vous voyez le petit monsieur, là, je n'arrête pas de penser à mon accident en voiture et, bien, je bois pour oublier un peu. Parfois pas juste un peu, beaucoup. Donc, chez les patients que vous retrouvez dans les centres, là, qui sont en traitement pour un trouble lié à une substance, la prévalence à vie est quand même de 36 à 50 %. Donc, on voit qu'on est encore surreprésenté. On s'est beaucoup interrogé sur c'est quoi les facteurs majeurs qui font que les gens vont développer un syndrome post-traumatique. Est-ce que c'est juste le fait, c'est des gens qui vont vivre une catastrophe ou qui vont avoir une mauvaise nouvelle? Il y en a plusieurs qui vont se calmer en disant, bon, ben, je vais aller prendre une bière avec des amis, je vais me calmer et tout. Est-ce que c'est vraiment la catastrophe qui amène à la consommation d'alcool ou il y a plus que ça? Il y a eu beaucoup d'études sur des gens qui ont été pris dans des volcans le 11 septembre et tout ça. Et il y a certains éléments qui allaient plus en faveur du syndrome de stress post-traumatique. C'est les gens qui étaient exposés à des restes humains lors des sauvetages. Également, les gens qui travaillent comme premiers répondants. Moi, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de policiers, de pompiers qui vont être exposés à décrocher. Les gens qui se sont pendus, qui ont eu des accidents de toutes sortes. Les images restent vraiment dans la tête. Donc, quand je disais, c'est pas nécessairement moi là, qui a eu le problème, mais si j'ai été exposée à vraiment une situation, c'est tout aussi valable. Plus on a un grand nombre de symptômes de PTSD dans tous les critères que je vous ai décrits, plus on a une propension à prendre de l'alcool. Donc, c'est vraiment la catastrophe, donc le trauma, qui amène la détresse psychologique. Donc, parce qu'il y en a qui vont prendre leur bière avec leurs amis puis ils vont passer à d'autres choses. Okay? C'est la majorité des gens. Mais ceux que la détresse psychologique est très, 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 très intense, là, on va avoir la boucle là, qui va aller chercher la consommation. Donc, l'automédication. Il y a beaucoup de patients dans les recherches qui répondent au questionnaire en disant que ça les aidait à diminuer les cauchemars. Par contre, l'alcool, ce qu'il faut savoir, c'est que ça modifie beaucoup, beaucoup le cycle du sommeil. Okay? Ça ne nous amène pas dans les mêmes zones de repos. Donc, très souvent, les gens vont se knocker, en bon français, vont dormir. Mais après, ça va être des multiples réveils durant la nuit. Ça ne sera pas nécessairement un sommeil qui va être réparateur. Mais si j'ai pris de l'alcool, puis de l'alcool a coupé ma zone de REM, là, de rêve, bien là, à ce moment-là, ça se peut que je rêve, que j'aie moins de cauchemars si je rêve moins.
C'est beaucoup aussi utilisé pour diminuer les symptômes neurovégétatifs et d'hypervigilance. C'est vrai, j'ai oublié tantôt, un des critères des gens qui ont un syndrome post-traumatique, ils deviennent hypervigilants. Donc, ils vont sursauter à rien, comme s'il était toujours pour leur arriver quelque chose de grave. Prennent l'alcool pour permettre aussi, des fois, de vivre des émotions plaisantes. Bon, si je prends quelques verres, je vais peut-être avoir du fun, alors que j'en ai plus du tout dans ma vie. En général, l'alcool, ça je vais toujours retenir, quand j'ai fait ma résidence, j'ai fait plusieurs stages en toxicomanie parce que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais de longue date, je m'intéresse à ça beaucoup. Il y a un patron qui avait dit, quand tu prends de l'alcool, ça t'amène très souvent dans l'émotion où tu es. Il y a toujours une bonne raison d'en prendre. Ça va bien, je peux en prendre, tant mieux, si c'est correct, puis que j'ai pas de problème, oui, je vais m'amuser. Mais si j'en prends parce que je vais très mal, ça n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Peut-être pour la première heure, après ça dégénère, puis le lendemain, ce que ça fait remonter, c'est surtout de la culpabilité puis de la détresse. Donc, c'est beaucoup ça que je travaille avec mes patients. Évidemment, j'utilise beaucoup de techniques motivationnelles dans ma pratique, donc c'est vraiment de leur faire dire c'est quoi le côté négatif de ce qu'ils vivent. L'alcool aussi permettait chez certains patients d'éviter moins certaines situations. Moi, il y a un patient à moi qui me dit, ben écoute, lui, il a eu un très gros accident de voiture sur la 158, il évitait ça. Et là, lui, il ne consommait pas d'alcool, mais lui, des fois, il surabusait des benzodiazépines. Il disait, ben là, moi, je prends ça, même si c'est ma femme qui conduit, ça me permet juste d'être capable d'être sur la 158. Il y a eu des études également qui ont montré des effets inverses, par contre, justement. Ça, c'est ce que les patients rapportent, là, que ça peut les aider à diminuer tout ça, mais que ça pourrait être impliqué surtout dans la perpétuation du PTSD, pour la même raison que je disais tantôt. Ce qu'on veut, quand on a eu un trauma, c'est le digérer, c'est être capable de passer à travers. Si je suis en train d'éviter une situation en prenant une substance X, je ne le digère pas, je reporte. Et donc, souvent, les patients sont tannés de souffrir. C'est un peu l'immédiacité de la substance qui va les aider pour le moment, mais c'est de voir c'est quoi vos objectifs à long terme. Puis si on veut que vous en sortiez, bien, il va falloir passer par un autre chemin. Il y a une grosse étude qui a été faite sur le vol de la Swissair là, qui a tombé en Nouvelle-Écosse à Peggy's Cove. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1998. Et à ce moment-là, il y avait eu des volontaires, les premiers répondants là, qui avaient été questionnés un an après. Puis quand même 54% de ces gens-là avaient été exposés à des restes humains. Puis il y en avait quand même 46% qui cotaient pour le PTSD. Là, quand même, c'est des gens qui ont été lourdement affectés dans ça. Puis la fréquence et la sévérité des symptômes de syndrome de stress post-traumatique, c'était vraiment corrélé à ce moment-là avec l'utilisation d'alcool comme étant une stratégie d'adaptation. Les effets nocifs de l'alcool, bien évidemment, le sevrage peut exacerber les symptômes végétatifs et d'hypervigilance. Si je suis en sevrage, je ne suis pas bien, ça fait monter mon anxiété, bien, je peux être encore plus hypervigilant. L'intoxication sévère a été associée à ramener là, très souvent chez les gens des flashbacks. Donc, c'est pas, tu sais, sur le coup, c'est toujours un peu l'aide et son contraire. Okay? Donc, après ça, ça me ramène encore plus au conscient des gros flashbacks. Puis l'effet engourdissant, comme je le disais tantôt, empêche une exposition valable. Ce qu'on va faire dans des gros traumas, c'est de l'exposition également en imagination. On va demander aux gens de repenser au traumatisme. On est avec eux, puis on essaie de tolérer ça. Même chez des gens qui ont eu des abus sexuels, j'ai plusieurs patientes avec des diagnostics de TSPT, mais également de très gros troubles de personnalité limite. Et donc, à ce moment-là, j'ai mené des thérapies au fil des années où les patientes écrivent leur scénario d'abus, donc les 3 pires scénarios d'abus qu'ils ont vécu, et là, on le lit, et on le lit de séance en séance. On peut donner des fois des bêta-bloqueurs avant la séance pour essayer de ralentir un peu la tension, le rythme cardiaque. Mais c'est vraiment l'exposition, la relecture qui va faire en sorte à un moment donné que mon cerveau arrête d'analyser ça comme qu'il y a un danger actuel. J'ai été abusée, ça a été terrible, les pires histoires que j'entends de ma vie sont dans mon bureau.
C'est terrible des fois ce que certaines personnes ont vécu. Je pense qu'on ne pourrait même pas s'imaginer comment nous on serait aujourd'hui si on avait vécu la même chose. Donc, et c'est ce que je leur explique, c'est qu'en le faisant ensemble dans un milieu sécurisé, ben là, ils peuvent s'apaiser. Mais évidemment que si on prend une substance, ben je n'aurai pas la même qualité d'exposition. Le cannabis maintenant. Là, ça, c'était la partie sur l'alcool. Au niveau du cannabis, donc les abus sexuels, comme je disais, sont fréquents dans le PTSD. Et l'utilisation du cannabis va être utilisée justement plus précocement. C'est la littérature vraiment, vraiment la plus récente là, que j'ai trouvée, PTSD et troubles anxieux. Là, ça s'est fait vraiment, vous avez des références récentes. Donc, la recherche sur l'efficacité et la sécurité du cannabis dans le PTSD là, a des études véritablement très contradictoires. Parce que les patients m'arrivent aussi avec ça. Bon, Magali, pour mes cauchemars, je vais prendre un joint. Mais là, qu'est-ce que tu me recommandes? Là, j'ai essayé l'huile, puis ça. Donc, il faut être au courant aussi. Hein. Évidemment, vous autres êtes en toxicomanie, moi je suis en psychiatrie, je suis très au courant, mais des fois, ce n'est pas tous les psychiatres qui ont le même niveau de connaissance par rapport à l'utilisation des substances. Donc, les motifs d'usage de cannabis puis les effets recherchés chez les gens qui ont vécu un trauma, encore une fois, c'est l'automédication pour composer avec le malaise émotionnel. Beaucoup vont dire « je le prends pour baisser mon irritabilité puis mes accès de colère, réduire les cauchemars, traiter la douleur chronique ». Parce qu'évidemment, le PTSD est extrêmement comorbide aussi avec les douleurs chroniques. Les grands accidentés de la route et tout, qui vont avoir la colonne détruite, là, bien évidemment, là, des fois j'ai un TCC, j'ai des douleurs chroniques, là, je suis rendue avec un PTSD, une dépression, donc la liste s'allonge. Puis, il y en a qui se disent, bien, c'est une alternative beaucoup plus sûre à la médication, qui est vue comme étant la grosse substance chimique pas bonne. C'est des grosses substances chimiques, des fois qui sont bonnes, des fois qui ne marchent pas toujours, mais très certainement qui peuvent aider les patients, mais des fois, j'essaie de leur faire voir que ce qu'ils consomment, bien, c'est du chimique. Il y a du chimique aussi, hein, même dans les transformations de cannabis et tout, il peut y en avoir, tout dépendant d'où on l'achète. Le système endocannabinoïde pourrait vraiment jouer un rôle dans l'évolution même et la persistance du TSPT. Puis, les événements traumatiques feraient augmenter les concentrations périphériques d'endocannabinoïdes, puis à ce moment-là, ça pourrait réactiver le système à long terme, ce qui ferait qu'on aurait à long terme une régulation qui serait beaucoup moins bonne au niveau du stress. Il y a d'autres recherches qui suggèrent que ça pourrait diminuer la réactivité aux stimuli de peur, donc là, les gens pourraient peut-être être aidés par ça. Également, le cannabis, vous le savez, je suis sûre que vous le voyez dans vos bureaux comme dans le mien, ça a une action sur les fonctions cognitives. Donc, il y aurait une possibilité, par un effet que moi je juge très néfaste, là, qui est que je ne suis pas capable de me souvenir de tout, de réduire la récupération des souvenirs émotionnels négatifs, ce qui ferait en sorte que les gens qui sont tannés d'avoir des réviviscences, de toujours penser à mon trauma, bien là, ça pourrait peut-être l'apaiser. Puis faciliter l'extinction de la peur qui serait associée à ça. Donc, c'est des études assez récentes là, qui démontrent justement que ça pourrait réduire des symptômes d'intrusion dans le cerveau. L'inhalation à prédominance de THC, il y a une étude de la France en 2020 qui démontrait que ça pouvait réduire l'anxiété, surtout chez les cas sévères, sur le coup, mais jamais d'amélioration, ni peut-être d'aggravation du TSPT à long terme. Donc, tu sais, je dis toujours aux patients, bien là, si vous prenez ça, le THC il est à combien? Parce que dans ces études-là, ce n'est pas du THC à 90, c'est pas 65 là, dans le Waxpen ou autre chose. C'est quelque chose de plus bas, qu'on trouve autour de peut-être 15 %. Puis, il y a eu une étude randomisée qui a été faite sur des vétérans, donc c'est une étude de 2021, qui n'a vraiment pas réussi à montrer une différence là, de si j'utilise du cannabis, que ça m'aide vraiment sur mon TSPT.
ce moment-là, moi, je me demandais c'était quoi le placebo. Parce que, tu sais, c'est vraiment du cannabis fumé. Puis bon, tu sais, c'est bon. Fait que, il y en avait un, c'était un joint qui avait 12 de THC, 0,05, je pense, de CBD. Un autre qui était autour de 10 CBD, 1 de THC. Et le placebo qui était en bas de 0,01 de THC et de CBD. Donc, ça n'a pas montré de différence. Ce n'était pas nécessairement des gens qui étaient des utilisateurs de cannabis préalables. Okay? Donc, parce que là, la personne qui est habituée de fumer son joint au coin de la rue, là, elle va le savoir que probablement il est dans le groupe placebo. En tout cas, j'imagine. Donc, plusieurs études sur l'usage du cannabis médical dans le TSPT soulignent vraiment la forte corrélation entre ce trouble-là et le trouble lié à l'usage de substances. Puis les individus qui ont un TSPT ont 2 à 4 fois plus de chances de développer un trouble d'utilisation de substances, parce que vous savez, au début, quand j'ai dit qui développe les troubles, c'est des gens qui ont des effets adverses, c'est des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Bien, quand on a ça, on n'est pas bien. Puis une consommation fréquente de cannabis serait associée à des stratégies d'adaptation, au final, après, qui seraient contre-productives, puis qui contribueraient à perpétuer les symptômes. Donc, souvent, moi, ce que je vais faire avec les patients, c'est qu'on va vraiment regarder, parce que, tu sais, ça ne marche pas, là, de dire, évidemment, vous le savez, là, la drogue, j'aimerais ça que tu arrêtes tout de suite, oui, mais là, ils ne reviendront pas me voir, puis le but, c'est quand même qu'ils reviennent un peu pour que je puisse les aider, fait que c'est vraiment pas mon approche, j'essaie de voir avec eux qu'est-ce qui peut être bénéfique. Évidemment, les grandes recommandations, on ne peut pas être contre la vertu, donc adopter une dose plus faible de THC. Je regarde toujours ça avec mes patients, j'allume le site de la SQDC parce que plusieurs l'achètent quand même sur le site. De plus en plus, vous savez, il y a des études en CBD, il y a même des propriétés antipsychotiques au CBD, il y a de plus en plus de recherches qui est super intéressante. Comme je dis toujours, la plante de cannabis, c'est une plante fascinante. Il faut juste savoir comment bien l'utiliser, puis pourquoi on la prend, puis surtout être assez honnête envers soi-même que si ça ne m'aide pas, ben, je vais faire tout pour la cesser. Parce que des fois, les patients vont me dire « Ah ouais, mais là, j'ai essayé ton affaire, mais ça ne m'a pas réduit l'anxiété. » Je dis « Ouais, ça n'a pas réduit ton anxiété ou ça ne t'a pas gelé? » Parce qu'avant, tu te gelais pour réduire ton anxiété. C'est deux choses, il y a quand même des subtilités là-dedans. Les patients amènent à une réflexion, puis c'est quand même intéressant. Essayez d'utiliser des modes d'administration à moindre risque. Évidemment, je suis médecin. Oui, je suis psychiatre, je m'occupe de la tête, mais on essaie de s'occuper du reste du corps parce que les médicaments qu'on donne, dont nos antipsychotiques, nos antidépresseurs, font prendre du poids. On peut les amener dans des zones pas très belles, d'IMC et de risque de développement de diabète, et bien, ils fument beaucoup. Fumer égale mauvaise... des problèmes aux poumons à plus ou moins long terme. Vous savez qu'inhaler du cannabis, fumer du cannabis, ben c'est pas bon autant que la cigarette là, d'un point de vue pulmonaire. Donc, des administrations comme de la vaporisation, de l'ingestion sublinguale seraient moins nocives. Consommer une fois que toutes nos tâches sont faites dans notre journée, évidemment, ça serait donc merveilleux, mais la plupart disent « Ben non, je consomme pour être capable de faire mes tâches. » Fait que là, on essaie de voir c'est quoi le nombre de tâches qu'ils ont à faire. Évidemment, pas consommer tous les jours. Je suis sûre que c'est plein d'affaires que vous faites. Fait que vous voyez, vous êtes en lien avec la littérature. Achetez la plus petite quantité possible, puis établir un budget, puis le respecter. Utiliser des stratégies autres que consommer pour gérer son anxiété. C'est là où moi, je vais beaucoup intervenir sur d'autres choses qu'on peut faire en santé mentale, dont l'activité physique. Pour vrai, c'est le grand oublié, c'est sur ça que je martèle depuis maintenant plusieurs années. Les patients ont la misère à s'activer, je vois une clientèle très déprimée, très malade, c'est encore plus difficile, mais l'activité physique, vous savez que c'est ce qui démontre la plus grande, au niveau de la littérature, c'est ce qui aide le plus au niveau d'apaiser l'anxiété comme moyen non pharmacologique. Puis consommer des fois du cannabis en présence de personnes de confiance, surtout si on a eu des expériences un peu de bad trip, évidemment. Monitorer l'évolution, ça aussi, c'est une vérité. Essayer de voir comment la personne évolue à travers les consommations qu'elle dit être aidantes, soit par des échelles, et impliquer les proches. Je connais, il y a plein de monde ici qui sont déjà venus dans mon bureau. Tout le monde est toujours invité. Je travaille avec les proches, je travaille avec les intervenants pour qu'on puisse faire vraiment
partir dans le même sens, tout le monde ensemble. Donc, dans le syndrome post-traumatique, finalement, il y a peu d'études avec vraiment le gros double diagnostic, mais il y a des essais avec la sertraline, puis la TCC, évidemment, qui ne peut pas nuire, mais il n'y a pas énormément d'études randomisées contrôlées. Je vais juste voir, j'achève. Le dernier, c'est le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, donc des gens qui ont des obsessions et qui vont avoir, exemple, l'obsession de j'ai des bactéries sur les mains, la compulsion est de me laver les mains. Le trouble obsessionnel, pour qu'on le diagnostique, c'est une perte de temps, facilement, souvent de plus d'1 heure qu'on perd dans notre journée pour faire des rituels. Puis vous voyez là-dedans, versus le trouble bipolaire, le trouble panique, que le trouble obsessionnel compulsif, ben, ce qui est utilisé là, comme plus régulièrement, ben, c'est le cannabis là, ou les dérivés comme le hashish. Donc, le TOC, c'est des gens beaucoup plus obsessionnels. Donc, ils seraient de base moins impulsifs, okay, ce qui concorde avec le fait qu'ils consommeraient moins. Mais ceux qui consomment, ben, c'est pour diminuer la tension, diminuer les ruminations, améliorer leur sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez cette échelle-là. Moi, je me sers parfois, parce que c'est pas vrai que je me sers des échelles à tous les jours, même s'il faudrait. Le Y-Box, c'est une échelle qu'on utilise en psychiatrie pour diagnostiquer et coter la sévérité d'un trouble obsessionnel compulsif. Il y a une échelle qui est faite pour le heavy drinking, donc d'où le HD, parce que le craving pour l'alcool aurait vraiment des caractéristiques très similaires à celles là, du trouble obsessionnel, donc dans la recherche de substances, les pensées intrusives liées à vouloir consommer. Rapidement, la cigarette dans les troubles anxieux, les gens qui ont des troubles anxieux fument beaucoup. Fumer régulièrement augmenterait le risque initial de faire une attaque de panique. Même si les gens vont dire « Ah, ben, je vais aller sortir fumer dehors », ben, il y a une raréfaction au niveau de l'oxygène et ça pourrait provoquer des attaques de panique. La transition du trouble anxieux au trouble concomitant, ce qu'il faut retenir, puis ce qui est significatif, c'est bon, des gens qui ont eu des traumas dans l'enfance, beaucoup d'événements de vie négatifs, des difficultés actuelles, mon chien est décédé, j'ai plus de job, etc., et la maladie physique, là, comme je le disais tantôt, par rapport aux douleurs chroniques. Les troubles anxieux induits, bien évidemment, ça peut être induit par les sevrages d'opiacés, de marijuana, l'intox à la marijuana, j'en ai un peu parlé, cocaïne, sevrage de cocaïne. Puis le traitement intégré, le fameux traitement intégré qu'on lit partout, hein, qu'on devrait travailler ensemble. C'est ce que j'essaie de faire. Et depuis quelques années maintenant, je suis très fière de le dire quand même au CIS. Moi, vous savez, on a 2 points de service. On a la clinique externe à Arradon, où je suis principalement. On a celle à Joliette qui est dans l'hôpital. Je pense que j'ai l'immense chance d'être dans une clinique qui est hors des murs de l'hôpital, où les patients, ben, ils n'aiment pas ça en général, des fois rentrer à l'hôpital. Je suis là. Depuis quelques années, j'ai des intervenants en toxicomanie qui sont là sur place du CRD. Pour moi, c'est super parce qu'ils apprennent à me connaître, ils savent comment je travaille, ils peuvent rentrer dans mon bureau et vice-versa pour pouvoir accrocher la personne en traitement. Donc, on va utiliser des médicaments, de la thérapie, comme je le disais. Puis, si ce n'est pas traité, bien évidemment, on va avoir une augmentation à vie de l'utilisation d'alcool avec des sevrages de plus en plus sévères, des services qui sont utilisés à répétition. Soit dit en passant, ça ne veut pas dire que parce qu'on en a en traitement qu'ils arrêtent d'utiliser les services. On en a des super sévères, puis il y a des journées, moi aussi, je suis découragée. Juste vous dire, ça existe. Et des rechutes peuvent être des fois plus fréquentes après la désintox. Il y en a que ça fait quoi, 20 désintox qu'ils font, je ne sais plus, je ne les compte plus, mais je leur dis toujours que la prochaine, ben, peut-être ça va fonctionner, puis qu'on essaie de les soutenir là-dedans. Je termine avec une chose qui n'est pas de la toxico pure, mais vous voyez la nouvelle addiction, hein, qui est vraiment, ben, ça ici, le téléphone cellulaire, la tablette, c'est extrêmement associé pour ceux qui l'utilisent beaucoup à de l'anxiété, de la dépression. Donc, souvent, je vais dire aussi aux gens d'essayer de réduire ça le plus possible. Souvent, c'est tous des gens qui viennent avec des gros problèmes de sommeil, mais ils se couchent avec ça scotché dans leurs mains. Donc, juste rappeler que cette éducation-là, souvent, ben, c'est mieux ça que donner une pilule. Voilà. Donc, comprenez que
des fois, la clientèle peut nous mettre en se disant des fois c'est décourageant, c'est une clientèle qui est super difficile à traiter, mais il ne faut pas les éjecter, hein? Faut prendre ça tout le monde ensemble pour, évidemment c'est ensemble qu'on peut y arriver parce que moi tout seul dans mon bureau, ben, je peux faire des choses, mais je ne peux vraiment pas faire de tout. Puis s'il y a un doute, ben, toujours mieux, je pense, de traiter avec le risque-bénéfice que de rien faire ou d'attendre, parce que les gens, souvent, ils ont besoin de se faire prendre en charge. Oui, ils ont besoin d'une motivation qui est la leur, mais de sentir qu'ils sont pris en charge, qu'on leur donne des rendez-vous, même s'ils consomment encore, même s'ils n'ont pas pris leur pilule. Moi, je vous garantis que dans ma clientèle, c'est ça qui fait en sorte que les patients reviennent, puis que j'ai l'impression, certains jours, que j'en ai aidé. Donc, voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup de références qui suivent ma présentation si jamais elle vous est diffusée. Merci.